Huitième numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous qui êtes scotchés en Afrique et au-delà des frontières africaines. Le prix Mac Vivien Fouet décerné à l'Ivoirien Seko Fofana. À 6 mois de la Coupe du Monde Qatar 2022, les fédérations africaines de football à la recherche des nouveaux talents, des binationaux pour des sélections de qualité. On en parle avec nos chroniqueurs et c'est tout de suite. Bonsoir à vos fidèles téléspectateurs de Télésud, de par l'Afrique, de par le monde. Bonsoir Jean-Jacques Missi. Bonsoir Marceline, bonsoir à Castro, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Bonsoir Fidèle Castro et bienvenue. Bonsoir Marceline, bonsoir Jean-Jacques et bonsoir aux nombreux millions de téléspectateurs de Télésud. La Coupe du Monde 2022 se pointe à l'horizon. Chacune des nations qui y prendra part à pied d'œuvre pour une sélection de qualité. Parmi ces manœuvres, on note soit la recherche des nouveaux talents, soit la recherche des talents existants et jusque-là non accessibles. C'est le cas observé depuis quelques temps du recours aux binationaux jouant en Europe ou en Asie afin de convaincre ces derniers à jouer pour le pays africain d'origine paternelle ou maternelle. La première question, c'est avec vous, Jean-Jacques Missé. Que pensez-vous de cette influence vers les binationaux? Non, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est des jeunes qui ont grandi dans un milieu professionnel, qui sont élevés avec une éducation professionnelle. Donc, quand ils arrivent en équipe première, ils ont déjà cette capacité à accumuler des matchs à haute intensité. Donc moi je pense qu'une Coupe du Monde, il ne faut pas aller pour figurer. Tout à fait. Il faut aller pour faire des résultats, pour être bien classé. Pourquoi pas arriver jusqu'au bout? Des résultats je pense que tout ce convaincants. qui peut concourir à l'évolution, à l'amélioration des qualités d'une équipe nationale, je pense que tout concours est bienvenu. Fidel Castro Lembeye, connaissant l'assurance de certains joueurs dits cadres au sein de ces sélections, comment pourrait-on manager l'arrivée des binationaux avec une mentalité différente, mise alors complètement différente? C'est vrai que l'arrivée des binationaux sont des différentes sélections africaines a toujours créé des petits conflits dans les vestiaires parce que l'intégration n'est pas toujours aisée. On a le cas ici, on a le cas du Cameroun avec en 2010 avec l'arrivée de Joël Matip et tout le reste, notamment Eric Maxime Choupo-Moting. On connaît le départ de Joël Matip dû à ces questions d'intégration. On a le même exemple en Côte d'Ivoire où il y a des... On y reviendra tout à l'heure. Comment manager justement l'arrivée de ces binationaux pour éviter de telles frustrations, si on s'en tient au cas de Joël Matip par exemple? Le tout est, il ne suffit pas d'aller chercher les joueurs. Il faut encore qu'on les inscrive dans un projet. Et quand on a des bonnes fédérations, on crée un environnement propice à ce que leur intégration soit facile. Mais si on va simplement les chercher pour une compétition et qu'on ne prépare pas leur venue, leur arrivée, ça va créer des problèmes, ça va créer des frustrations, comme le cas que je viens de citer. Donc je pense que tout est dans le management. Si c'est bien managé, si l'administration a un vrai projet et que l'entraîneur adhère à cela, il n'y aura pas de souci. Mais c'est ça le plus gros problème en Afrique, c'est la vision. Le premier challenge est de faire intégrer ces joueurs facilement et surtout efficacement. Oui, et c'est ça le plus, c'est un véritable challenge. Vous savez, ils ont une autre mentalité, une mentalité occidentale, une mentalité professionnelle. Les fédérations en Afrique ne sont pas généralement professionnelles. Parce que même si les joueurs sont professionnels, généralement, les fédérations, elles demeurent amateurs. C'est aussi ça le comble. Maintenant, quand un professionnel vient dans la cacophonie africaine, ils ont souvent du mal à s'adapter. Et c'est ça qui crée des frustrations. Si on prend un exemple, vous avez un joueur, il est habitué que quand on dit le repas c'est à 10h, on prend le bus à 15h, l'avion c'est à 18h. Et quand il vient en Afrique, il se retrouve en train, des gens ont des questions, on leur dit, vous voyagez aujourd'hui, ils vont à l'aéroport, ils dorment toute la journée. Le temps n'est pas toujours respecté. Rien n'est respecté. Et quand il n'est pas habitué à cela, automatiquement, il ne parvient pas à s'intégrer. Il peut être le meilleur joueur du monde, il peut être un client Mbappé, mais si l'environnement n'est pas propice, si la fédération n'est pas assez professionnelle, il ne peut pas s'en sortir. Et des cas sont légion en Afrique. On a vu
des gens briller à l'extérieur dans leur championnat, mais une fois dans les sélections, ils n'arrivent pas à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, non pas parce qu'ils n'ont pas la qualité requise, mais simplement parce qu'ils sont dans un environnement qui ne leur sied pas, un environnement qui n'est pas professionnel et leur venue n'a pas été préparée. Ancien international camerounais Jean-Jacques Missy, partagez-vous cet avis? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec lui. Parce que moi, j'ai vu certains joueurs arriver avec une autre mentalité. S'il n'est pas accueilli comme il faut par ceux qui sont là, ça devient difficile. Parce que moi, j'ai grandi, c'est vrai, j'ai grandi au Cameroun, j'ai évolué au Cameroun avant d'aller. Quand je revenais, pour moi, il n'y avait pas de problème puisque j'avais déjà été dans les Lions. Mais pour ceux qui arrivent, c'est un peu difficile. Je me souviens quand Philippe Dioro arrivait, c'est vrai, il y avait une très belle ambiance. Il a été bien accueilli avant la Coupe d'Afrique en 84 à Abidjan. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus cet accueil-là au niveau des sélections où peut-être ceux qui sont au pays se disent, voilà, il vient prendre ma place. Mais en fait, ils doivent comprendre que l'équipe nationale d'un pays, c'est le drapeau du pays. Donc celui qui est en forme, il faut défendre le pays, qu'il soit binational ou pas. Il faut qu'il soit là. Ceux qui sont forts, parce que ce n'est pas toujours ceux qui ont qualifié l'équipe qui va en Coupe du Monde. Il peut y avoir un cadre qui est blessé peut-être une semaine avant, comme en 90, je me blesse une semaine avant la Coupe du Monde. Oui, ou un joueur qui arrive en sapeur-pompier, comme ce fut le cas avec Roger Mila. Voilà, qui arrive et qui vient faire la différence. Voilà. Ben voilà, il y a plein de cas qui peuvent arriver. Donc, tant que la compétition n'a pas commencé, qu'un joueur ne se dise pas que je suis cadre, je suis titulaire. Et je pense que le travail dont parlait Fidel Castro tout à l'heure, c'est pour intégrer ces binationaux, il faut un travail en amont. Il faut un travail en amont. Et je pense que tous les pays africains ont des spécialistes, des techniciens qui connaissent le football, qui connaissent les familles là-bas en Europe. Les fédérations peuvent créer une cellule de 3-4 personnes qui peuvent aller dans les familles, commencer à parler aux joueurs ou à l'enfant, parce qu'il faut déjà, même moi j'ai dit, il faut déjà les prendre dès l'âge de 8, 9, 10 ans. Parce que c'est aussi un travail éducatif des parents. Leur faire comprendre que voilà, tu viens de là, ton pays, c'est comme ça. Si tu veux, voilà, tôt ou tard, il faut que tu choisisses et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est un travail fait à la base. Il faut le faire en amont. Et c'est très important, d'ailleurs, après le prix être prestation à la récente Coupe d'Afrique des Nations 2021 et heureusement une qualification à la Coupe du Monde, le Ghana veut s'attirer les services de certains binationaux tels que Eddie Ketia, l'attaquant d'Arsenal, les frères Iñaki et Nico Williams de l'Atlético Bilbao. Oui, c'est des bonnes perches parce que le jeune d'Arsenal, il fait une saison extraordinaire avec les Gunners d'Arsenal. Maintenant, je le dis, le Ghana particulièrement, vous avez vu, les frères Ayou, les fils de Abedi Pelé, ils sont Ghanéens, mais ils ont grandi en France. Mais tout le monde sait que le jeune André n'a pas eu toutes les facilités nécessaires pour pouvoir intégrer cette équipe ghanéenne. D'ailleurs, nul n'était la présence de son frère, le jeune de son grand frère. Il a eu de véritables difficultés. Qu'est-ce qui pourrait bien justifier cela, Fidel? Mais c'est l'environnement. On a besoin de binationaux et en même temps, il y a des obstacles, il y a des barrières. C'est l'environnement. L'environnement commence d'abord au sein du vestiaire. Pour ces joueurs qui se disent cadres au sein des sélections nationales. Au-delà des cadres, il y a d'abord ceux qui estiment qu'ils sont nés au pays, ils ont joué au pays, ils ont grandi au pays. Ils voient plutôt ceux-là comme étant ceux de l'extérieur. Qui pourraient venir... Non, au-delà du fait qu'ils vont venir arracher leur place, mais parfois ils estiment qu'ils ne sont pas de la même nationalité que eux. Donc par conséquent, on les considère comme des étrangers. Et lorsqu'on les considère comme des étrangers, le vestiaire se divise en deux. On a d'une part ceux qui ont grandi au pays, qui s'arrogent la qualité ou encore le pouvoir de dire nous sommes de la nation alors que vous êtes des étrangers, vous venez pour une pige. Et par voie de conséquence, ils forment donc deux blocs. Et lorsqu'ils forment deux blocs, ça commence donc à faire des problèmes parce que ça se vérifie au stade. Vous allez voir qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer et parfois, dans les classements, Jean-Jacques le sait, ils vont jusqu'à dire que nous, on ne peut pas jouer avec eux. Parfois, ils imposent ça à l'entraîneur qu'on ne peut pas jouer avec eux. Et lorsque l'entraîneur essaye d'aller, quand il n'est pas diplomate et qu'il impose cela, les résultats parfois ne suivent pas. On a parfois des clashs, on a des bagarres et puis 1 ou 2 mois après, il plie le bagage et puis il s'en va. Voilà, ça va dans tous les sens. Jean-Jacques Missy, vous évoquiez tout à l'heure quelques exemples. Qu'est-ce qu'ils pourraient apporter, d'après vous, les binationaux sur des sélections nationales? Ce qu'ils peuvent apporter, il y a la rigueur, la discipline.
la discipline tactique même. Donc c'est un tout. Ils ont cette intelligence, jouer vite. C'est-à-dire que vite voir, jouer vite, se débarrasser enfin pas se débarrasser, mais libérer, essayer de jouer plus rapidement. Parce que le joueur africain a toujours tendance à faire le geste de trop, c'est-à-dire que le geste technique où on va dire « Oh, il a fait un geste technique ». Peut-être ce geste était inutile au lieu de donner le ballon rapidement. Alors que celui qui a la mentalité professionnelle, c'est contrôle, passe immédiatement. Il doit dribbler, il sait qu'il faut dribbler quand il doit éliminer, quand il faut. Alors que le joueur africain, il a toujours ce dernier geste qu'il faut faire, peut-être mettre le petit pont avant, alors que le jeu va vite aujourd'hui. Donc, c'est un peu à ce niveau qu'il y a une différence au niveau tactique. Mais bon, il y a beaucoup de joueurs africains aujourd'hui qui jouent en Europe dans des clubs. Je ne vais pas citer son nom, mais on a l'exemple d'un Camerounais qui joue à l'opposé de ce qu'il fait dans son équipe en Europe. Il est complètement à l'opposé. Je ne sais pas si c'est l'entraîneur qui le lui demande ou si c'est lui-même qui prend ses initiatives. Ce n'est pas le rôle qu'il joue dans son club. Aujourd'hui, il est parmi les 5 meilleurs joueurs du championnat dans lequel il joue. Et qu'au Cameroun, il y a des choses qui ne se font pas. Et si on évoluait un tout petit peu au Cameroun, on a eu un Joël Matip de Liverpool qui a joué à un moment donné avec brio au sein de la sélection nationale et qui, depuis longtemps, refuse complètement de revenir au sein de cette sélection parce qu'il aurait été frustré par le management de l'équipe en général. C'est possible. Vous savez, à un moment donné, le joueur décide de revenir ou pas. Que les binationaux ne sont pas toujours bien accueillis, bien reçus au sein. Ce n'est même pas une question de binationaux. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu après la Coupe du Monde 94, où j'avais décidé de ne plus jouer avec les Lions. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le management, en général, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour cette Coupe du Monde. Quelques années plus les tard, résultats, on les connaît. Peut quand même revenir quelques dessus, années plus. Oui, je suis revenu parce que l'entraîneur, père son âme, Henri Depireux, qui est revenu au Cameroun, il est venu me chercher à Lisbonne en me disant, voilà, j'ai besoin de toi parce que tu vas faire ça, 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 voilà ton rôle, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Donc, c'était encadrer les jeunes qui étaient là, leur donner cette mentalité, ce fighting spirit qu'il y avait à l'époque. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de revenir. Il m'a demandé. Donc, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, avec l'arrivée du sélectionneur, manager. Lorsque vous avez intégré la sélection, était-ce facile ou bien? Non, c'était facile pour moi, puisque je connaissais le public, je connaissais les stades. Vous avez joué votre rôle, ça s'est bien passé. Oui, oui, tout à fait. Donc, quand je ne me sentais pas bien, je discutais avec le coach, je lui disais, voilà, ce match-ci, j'ai 30 minutes, 35 minutes, ne m'aligne pas, fais jouer les jeunes, commence, parce que pour moi, ce qui importait, c'était la qualification de l'équipe nationale. Que ce soit n'importe qui portait le maillot. Le plus important, c'était ça. Donc, et c'est cette mentalité qu'on doit inculquer aussi à ceux qui arrivent en équipe nationale, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal. Ceux qui arrivent, ils doivent se dire, je viens défendre le drapeau. Et ceux qui sont là, qui sont nés au pays, doivent se dire, si on l'a amené, c'est parce que c'est un renfort, on estime qu'il peut apporter quelque chose. Qui regardent tous dans une seule direction. Voilà. Et je pense que c'est ce que le président Samuel Eto'o est en train de faire, c'est ce que... Voilà. Si c'est en train de faire vous au me Sénégal, permettez, parlons toujours de la Fédération camerounaise de football. Fidel Castro, la FECAFOOT, est en train de courtiser d'autres joueurs à l'instar de Georges Koundou, Gersino, Niamsi de Strasbourg ou encore Eric Dina Elimbe du Paris Saint-Germain. Bon, il y a beaucoup de noms qui sont cités, ça et là, mais... la liste n'est pas exhaustive. Si on s'en tient à la dernière liste publiée par le sélectionneur-manager, l'appellation devient un peu compliquée. Vous savez, dans ce pays des lions indomptables, on invente des choses tous les jours. Bon, donc, si on s'en tient à la dernière liste publiée par le manager sélectionneur, voilà, j'y arrive. On a des jeunes comme Koudou, qui est l'ancien Marseillais, qui un temps avait boudé la sélection camerounaise parce qu'il espérait encore frapper, être sélectionné en France, mais qui finalement aujourd'hui, depuis qu'il est parti en Turquie, a décidé de rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Bon, il est là, il est présent. On a également Christopher Wo, qui a rejoint également la sélection de l'équipe du Cameroun, lui également, qui est né en France et qui a grandi en France. Ils sont 2 ou 3 qui ont accepté de revenir. Moi, je pense que c'est bien.
Moi, je n'ai pas de problème avec les binationaux. Oui, Fidel Castro, ils ont accepté de revenir. Qu'est-ce qui pourrait garantir que ces derniers ne subiront pas les mêmes frustrations? Bon, si vous voulez que moi je sois honnête, moi je dis, ce qui peut garantir, c'est le projet qu'on est allé leur présenter. Ouais. C'est l'état d'esprit qu'on va instaurer au sein du vestiaire. Parce que ce qui dérange parfois, c'est l'état d'esprit qu'il y a autour de ces joueurs. Comment est-ce qu'on a préparé la venue de ces enfants? Comment est-ce que le management va se passer? Est-ce qu'il y a eu des améliorations dans la façon de manager l'équipe nationale? Est-ce qu'il y a eu des améliorations dans parce qu'avant, on va chercher un joueur rien que pour un match. On va chercher un joueur pour une compétition, mais ça, à mon sens, ce n'est pas ça un projet. Et moi, ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est qu'en Afrique, c'est généralement le président qui s'en va, ou encore l'administratif. Mais au contraire, ça doit plutôt être le sélectionneur. Parce que c'est le sélectionneur qui connaît pourquoi il va chercher un joueur. Ce contact est très important. Ce contact est parce que c'est lui qui va avec le discours, c'est lui qui va dire que j'ai besoin de toi parce que, et il est capable de lui dire que où tu vois quand on va arriver les premiers matchs, je ne vais pas compter sur toi parce qu'il faudrait d'abord que tu puisses... parce que quand on parle du Cameroun, eh bien parlons-en, vous avez vu Toko Ekambi. Il est dans cette équipe depuis plus de 6 ans. Ouais. Mais ce n'est qu'au bout, ce n'est que l'année dernière que Toko Ekambi a véritablement trouvé ses marques au sein de cette équipe. Pourquoi? Parce qu'il a eu des difficultés d'adaptation. L'environnement n'était pas assez propice. Vous avez cité le cas de Joël Matip. Joël Matip est arrivé au Cameroun, mais tout le monde sait pourquoi en 2014, il est parti du Cameroun et qu'il refuse de revenir aujourd'hui. Donc moi je dis, on a beaucoup de joueurs, on a les Christophe, on a les Youssoufa Mokoko, on a les Mbremi qui sont en forme et dont on dit que ils présentent, parce que moi ce que je sais de ce dossier, c'est que personne ne dit non, mais en même temps personne ne dit oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et la garantie, je l'ai dit, c'est l'état d'esprit, c'est l'amélioration, c'est la modernisation dans le fonctionnement de la fédération camerounaise de football et de toutes les autres fédérations africaines. Parce que, je le dis, si l'Afrique pouvait mettre en place une véritable politique pour ces binationaux, ils apporteraient une plus-value pour l'ensemble des sélections. D'où je dis que le travail doit se faire en amont. Oui, bien avant. L'équipe de France aujourd'hui... Un travail qui doit se faire en amont. Déposons nos valises dans le pays du président Macky Sall pour en savoir un peu plus. Sénégal, bien que Aliou Cissé semble gérer son effectif, on note quelques points de faiblesse. Du coup, on se demande si les joueurs comme Malang Sarr de Chelsea, Moussa Niakate de Mayence ou encore Aboubacar Kamara de Marseille ne pourraient-ils pas porter leur talent au Lion de la Teranga, Jean-Jacques Missimsi? Je pense que pour un coach, il aime travailler avec une ossature. Et Aliou Cissé, je pense qu'il a trouvé son ossature où il y aura peut-être un niveau ou deux. Mais je pense que lui-même a compris qu'il y a des lacunes dans son équipe. C'est vrai, ils sont champions d'Afrique et tout, mais il doit voir ce que ces gars apportent dans leur club, les 3 joueurs cités tout à l'heure. Il faut les intégrer petit à petit pour ne pas chambouler tout ce qu'il a mis en place depuis 6 ans aujourd'hui, 7 ans aujourd'hui. Donc je pense que là, il lui faudra vraiment, c'est une Coupe du Monde, il lui faudra vraiment des joueurs capables de faire la différence. Et pour moi, il n'a pas énormément de travail comme le Camerounais sélectionneur manager Hugo Berson. Je pense qu'Aliou Cissé a une ossature depuis quelques années où il peut s'appuyer en ajoutant peut-être 2-3 éléments. Et je pense que beaucoup d'entraîneurs n'aiment pas souvent tout chambouler comme ça à l'approche d'une grande compétition. Et il y a aussi les matchs de Coupe d'Afrique qui vont arriver où il va faire des tests, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il va intégrer certains joueurs pour voir un peu comment ils s'adaptent. Bon, comme on disait tout à l'heure, le travail doit se faire pour pouvoir intégrer ces joueurs-là. Les pays du Maghreb ne sont pas en reste. Ce sont donc des pays qui se lancent aussi vers la recherche des binationaux. La Tunisie essaie de convaincre les 2 Suédo-Tunisiens, Rami Kaïb et Yassine Abès Ayari, ainsi que le franco-tunisien Yann Valéry, à venir au sein des équipes Fidel Castro. Oui, il faut dire que pour les équipes maghrébines, c'est un peu plus compliqué.
un peu plus compliqué parce que chez eux, l'ossature, si vous voulez, le gros du groupe évolue souvent au plan national. C'est-à-dire qu'ils évoluent dans le championnat national. Et ceux qui évoluent au championnat national forment généralement une famille. On a vu ce problème avec l'Égypte, avec Mido, qui a connu toutes les difficultés parce que le statut était composé du joueur de Al-Ali et du joueur de Al-Ali et bon, le second corps m'échappe un peu. Mais vous voyez que quand ils se regroupent comme ça, du Zamalek oui. et l'Arab Contractor. Et l'Arab Contractor. Ça fait qu'ils ont parfois des difficultés à accepter ceux qui évoluent au continent européen. On a vu en pleine CAN, la CAN organisée en 2006 en Égypte et remportée par l'Égypte, ça a créé tout un problème au vestiaire. Heureusement qu'ils avaient à la tête un monsieur comme Hassan Chiata qui dirigeait cette équipe avec une poignée de fer. Maintenant, côté tunisien, la Tunisie, depuis un certain temps, a mis en place une véritable politique de ces binationaux. On a vu, au-delà des binationaux, même des étrangers, parce qu'on a vu le Brésilien Santos, qui est venu en Tunisie, qui s'est très bien intégré dans la sélection tunisienne, au point de terminer même meilleur buteur de la CAN, la CAN 2004. Il va un peu vite. Oui, remporté par la Tunisie. Donc moi, je pense que l'équipe tunisienne, y compris le Sénégal, ont pris un pas sur les autres équipes africaines quant à l'intégration de leurs binationaux. Moi, je n'ai pas de difficulté pour la Tunisie parce que je sais que c'est une politique qui a commencé bien avant et qui aujourd'hui est propice pour que les joueurs puissent intégrer eux au moins son professionnel. Nous sortons par là le Maroc qui veut récupérer Sofiane Diop de AS Monaco. Oui, je pense que Alilozic a vu ses limites. Malgré la qualification, il a vu ses limites à la CAN. Et il a besoin de renfort parce que bon, se passer d'un joueur comme Ziyech, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Il a pris ses responsabilités. Mais ici, je pense qu'il devrait, ça devrait s'arranger pour que Ziyech puisse participer. Non, mais il a besoin de Ziyech pour la Coupe du Monde. Il a besoin de lui honnêtement, il faut qu'il arrête un peu. Et je pense que bon, il a déjà une ossature, c'est vrai. Mais là, il doit mettre des éléments comme Ziyech et le dernier cité tout à l'heure. On peut dire que la piste des binationaux est prise au sérieux. Pas toutes les sélections africaines qualifiées pour le mondial Qatar 2022. Le prix Mac Vivien Foy 2022 est décerné à l'Ivoirien Seko Fofana. Le milieu de terrain du Racing Club de Lens a été sacré ce lundi avec 211 points contre 91 points pour Amari Traoré et 77 points pour Naïef Aguerre. Élément moteur du RC Lens depuis 2 ans, le milieu de terrain ivoirien a joué 37 matchs cette saison avec 8 buts à son compteur en Ligue 1. Rappelons que le prix Mac Vivien Foy consacre chaque saison le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Il est décerné par RFI et France 24. Jean-Jacques Missémission dit félicitations à Seko Fofana. Oui, félicitations à Seko Fofana. J'ai vu plusieurs matchs de Lens. C'est un battant, c'est un guerrier, il tire l'équipe avec lui. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs il est capitaine. Donc je pense qu'il montre le chemin à suivre. C'est un gars qui ne lâche pas. Et je pense que c'est amplement mérité son trophée. Mac Vivien Foy, un lion demeure, mais il dort. Oui, un lion ne meurt jamais. C'est ce qu'on dit. Malheureusement, moi j'ai quand même un petit regret dans ce prix attribué au Lensois. Ça n'enlève en rien la saison extraordinaire et exceptionnelle qu'il a accomplie avec le FC Lens. Et d'ailleurs, on voit les résultats et le classement occupé par Lens. Mais moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est la place de Toko Ekambi qui a terminé 4e avec la saison exceptionnelle qu'il est en train de faire avec Lyon. La brillante performance avec l'équipe nationale du Cameroun. On se serait attendu au moins qu'il soit dans le trio de tête. Mais là, on a décidé de récompenser uniquement les défenseurs cette année. On comprend. On en reparlera dans le 9e numéro d'Afrique Sport. Terminons avec ces notes d'information. Ligue
Ligue des champions de la CAF, les matchs retour des demi-finales de la Ligue des champions africaine se sont joués le week-end dernier. Le Wydad de Casablanca a concédé un match nul face à Petro de Luanda et se qualifie pour la finale grâce à sa victoire 3-1 au match aller. Les Algériens de ES Sétif et les Égyptiens de Al Ahly se sont neutralisés de but partout, mais ce sont les Égyptiens qui se qualifient pour la finale grâce à la victoire 4-0 au match aller. La finale qui opposera donc le Wydad de Casablanca à Al Ahly du Caire se jouera le 30 mai prochain au Maroc. Coupe de la CAF, les matchs retour des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football se sont également joués le week-end dernier. Orlando Pirates a perdu face à Al Ahly de Tripoli, 0 but contre 1, mais les Sud-Africains se qualifient pour la finale grâce à la victoire au match aller du but à 0. Les Marocains de RS Berkane ont laminé le TP Mazembe, 4 buts contre 1 et se qualifient pour la finale malgré leur défaite 1-0 au match aller. La finale opposera Orlando Pirates au RS Berkane le 20 mai 2022 au Nigeria. Nous ne saurons achever cette édition sans adresser de vives félicitations à la joueuse Wans Jabberk qui a remporté le PAN de Madrid. C'est la fin de ce 8e numéro d'Afrique Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Télésud.